Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un petit tour dans le Calvados avec pour inaugurer un nouveau visuel que j'ai déjà présenté un peu plus tôt dans la semaine. Évidemment il n'est pas encore complet et je compte encore l'affiner aussi vite que possible. Au programme, une dame blanche adepte du code de la route, un anneau retrouvé, un corsaire très chanceux, la guérison d'une chanteuse très connue et un château hanté. Installez-vous confortablement et ne perdons pas un instant de plus. Les fantômes et dames blanches sont assez répandus dans la France. Sont-ils réellement tous mauvais? La question se pose. Parfois ils sont particulièrement dangereux, et d'autres fois ils sont là pour nous avertir d'un danger. Le cas que nous allons voir fait visiblement partie de cette seconde possibilité. C'est donc d'une rumeur urbaine que nous allons parler, car elle dure depuis plus de 40 ans, à coups de témoignages différents, et donc forcément, il s'agit d'une histoire plutôt troublante, celle de la Dame Blanche sur les routes du Calvados. Elle apparaît à un carrefour de Balleroy, ou en direction de Douvres-la-Délivrande, mais la plupart des témoignages la placent sur la D7, non loin d'un CHU. Une femme toute de blanc vêtue se tiendrait là, le pouce levé, et serait prise en stop de temps à autre, ce qui aurait donné lieu ensuite à d'étranges événements. Tout d'abord, un silence pesant sur une partie du trajet. La femme ne piperait mot et aucune réponse de sa part lors d'une tentative pour faire la conversation. Puis, elle s'agiterait peu à peu à l'approche d'un endroit en particulier, avant d'entrer doucement en transe. C'est à l'approche d'un tournant qu'elle se serait alors mise à crier au conducteur que le virage serait plus traître qu'il en a l'air. C'est là que la situation devient vraiment effrayante, car juste après avoir averti le conducteur, la dame en blanc se serait alors complètement volatilisée. Et plus troublant encore, c'est que le dit virage aurait réellement été le théâtre de nombreux autres accidents de la route avant cela. La rumeur voudrait que ce soit une ancienne automobiliste ayant subi le virage en question et aurait trouvé la mort au CHU, d'où le fantôme partirait ensuite. Cependant, les témoignages sont nombreux et la localisation de cette dame blanche varie. Elle n'est d'ailleurs pas cantonnée que dans le Calvados, mais dans de nombreux autres endroits de la France. Mais nous resterons centrés sur ces départements pour l'instant. Car à Balleroy, la dame blanche fait aussi parler d'elle. Apparaissant lors de nuits pluvieuses, on suppose qu'elle serait la réincarnation d'une jeune femme morte lors d'une collision. Et là encore, une fois prise en stop, tressaillement et évanouissement proches du domicile maternel. Quoi qu'il en soit, cette histoire remonterait jusqu'en 1960. Je vous laisserai donc le soin de tirer les conclusions. Canular ou vraie histoire, légende ou simple rumeur urbaine, il reste néanmoins que les tenants et aboutissants de cette histoire demeurent un vrai mystère. Ne restent que les suppositions. L'histoire de Saint Gerbold est ancrée dans le Calvados et principalement à Bayeux où il a été évêque. Évidemment, qui dit saint, dit miracle. Si j'en raconte son histoire, c'est bien parce qu'elle sort clairement de l'ordinaire après tout. Gerbold était connu pour être un homme bon, généreux, droit et d'une pureté d'âme à toute épreuve. Sa vie était clairement un exemple à suivre pour ses pairs, car malheureusement, c'est bien de son entourage dont il fit les frais. Alors qu'il était employé par un duc en Angleterre, la femme de ce dernier chercha à le courtiser. Mais devant le refus catégorique de l'homme, elle se vengea en l'accusant ouvertement devant son mari d'avoir tenté de la séduire. La réaction ne se fit pas attendre et Gerbold fut enchaîné, mis dans un bateau et emmené au large pour être jeté à l'eau attaché à une pierre. Cependant, rien ne se passa comme prévu, la pierre flotta, se changea en radeau et permit à l'homme de rejoindre les côtes du Calvados. Il découvrit alors l'endroit où serait construit Vert, alors que chacun de ses pas ouvrait des fleurs. Puis avec le temps, ses talents de guérisseur divin firent le tour, allant jusqu'à le hisser jusqu'au poste d'évêque de Bayeux. Les miracles cessèrent alors, quand en plus l'arrivée de visiteurs venus d'Angleterre remirent à jour les accusations qu'il avait subies, et l'homme fut à nouveau rejeté. Il partit donc en ermite et jeta son anneau d'évêque à la mer.
Les habitants de Bayeux qui lui avaient tourné le dos furent alors touchés par un mal très vite ensuite. Ils supplièrent Gerbold de revenir, mais ce dernier refusa. Cadeau après cadeau, ce fut bien les poissons pêchés au large de verre qui le firent flancher. Il réfléchit alors en dégustant ces derniers, et tomba sur son anneau qu'il interpréta comme un signe divin. L'homme revint donc à Bayeux, aida les malades jusqu'à ce qu'ils soient soignés, et il mourut en 695, pour être béatifié post-mortem. Saint Gerbold est aujourd'hui prié par les croyants souffrant de maux intestinaux. Cette histoire se termine ainsi, même si j'ai malheureusement dû grandement la résumer. Il n'est pas rare que religion et miracle peuvent coexister, mais bien souvent, de simples faits réels peuvent se muer en légende dans les années, les siècles parfois qui en découlent. Nous allons parler un peu de piraterie, de corsaires et de voyage par-delà l'horizon. L'histoire de Jean-François Doublet, qui aurait, selon les mots qu'il a marqués, croisé une sirène. Mais avant tout cela, intéressons-nous d'abord à sa vie, qui aura été riche en rebondissements. L'homme était clairement attiré par le large, très tôt même, car dès ses 7 ans, il suivit son père malgré une interdiction de ce dernier en se cachant sur le bateau. Lorsqu'il se fit découvrir, le gamin aurait dû être ramené par le premier bateau qu'il croiserait. Par chance, aucune autre voile ne fut visible à l'horizon pendant tout le trajet. De ce fait, il resta avec son père et devint mousse par la suite sur le bateau de ce dernier. Ils connurent un naufrage en 1667 dans les zones glacées de Terre-Neuve, ce qui sera un épisode assez dur pour le gamin, entre famine et désespoir, jusqu'à être sauvé par un bateau de passage. Malgré tout, l'enfant, adolescent désormais, ne résiste toujours pas à cet appel du large. Face à maintes interdictions de ses parents, Doublet parvient à remonter en douce sur l'un des bateaux de son père, ce qui amène ses parents à laisser tomber, laissant le presque jeune homme choisir la vie qu'il voulait. Ce fut au Sénégal qu'il connut un second épisode houleux, car leur bateau fut pris à partie par des corsaires hollandais qui furent attaqués ensuite de leur côté par des corsaires anglais. Les prisonniers furent débarqués à Douvres et pris sous l'aile d'un seigneur local qui, apprenant que Doublet était issu d'une bonne famille, fit mettre au fer le capitaine corsaire anglais. Doublet par la suite deviendra corsaire du roi. Lieutenant d'une frégate, il aura connu 3 autres naufrages, fut prisonnier 2 fois, incendié et même une fois sera laissé pour mort. Mais toujours, il revient aux commandes d'un navire et sera alors connu comme le capitaine aux 7 naufrages. Il aura passé 48 ans de sa vie à écumer toutes les mers du globe. Dans son journal de bord, il aura même décrit sa rencontre avec une sirène, offrant une description assez complète de la créature, dépeignant un être assez différent de celle qu'on aurait pu voir dans les contes, mais pourtant avec des similitudes troublantes. Une forme humaine jusqu'à la ceinture, une longue queue de poisson et des nageoires sur l'estomac, une barbe de peau autour du menton comme celui d'une morue, de longues nageoires jusqu'aux aisselles et des gros yeux de taureau. Si vous souhaitez tout lire, vous pourrez trouver la description de Doublet sur internet. Quoi qu'il en soit, Doublet aura clairement eu une vie riche en rebondissements. Rares sont les matelots à avoir pu survivre à autant de péripéties, et si sa rencontre avec une sirène semble déjà hors norme, le Honfleuret avait réellement une chance qui dépassait le cadre de la réalité. Sa maison est d'ailleurs encore visible à Honfleur. Pour cette 4e histoire, je vais vous parler d'une chanteuse. Une icône de la France d'hier et d'aujourd'hui encore, l'une des plus connues. Je veux bien sûr parler d'Édith Piaf. Plus besoin de réellement la présenter, mais saviez-vous que la grande chanteuse aurait pu être aveugle ? Elle a eu une vie particulièrement remplie, entre sa grande carrière et sa vie privée jonchée de rebondissements. Pourtant, ce n'est pas de sa vie dans son entièreté dont nous allons parler, mais bien d'un épisode qui s'est produit dans le Calvados. Âgée alors de 6 ans, Édith développa une inflammation de la cornée qui la rend aveugle. Elle enchaîna traitement sur traitement, en vain. Rien ne semblait lui faire recouvrer la vue. Sa grand-mère et les filles de joie dans la maison close où elle vivait se résignèrent à la soigner, désespérées. Mais malgré tout, on tenta une dernière solution. La grand-mère avait entendu parler de Lisieux et de la tombe de Sainte Thérèse. Sans attendre, elle emmena ses filles, sur place, dans un pèlerinage jusque dans le Calvados. Et autant dire que la surprise fut de taille pour les habitants qui avaient vu arriver un groupe de femmes de joie, bien qu'habillées décemment évidemment, prier devant la tombe de la sainte avec une petite fille ayant un bandeau sur les yeux. Jamais aucune prière n'aura été plus vertueuse, malgré que les dames, de par leur activité, n'étaient pas vraiment bien vues par le domaine religieux. On les laissa faire, et elles allèrent même jusqu'à prendre de la terre à la base de la tombe pour la frotter sur le front de la petite. Implorant de tout cœur la sainte de venir en aide à la petite fille, leurs souhaits furent exaucés
quelques jours plus tard quand elle retrouva la vue, malgré le diagnostic peu confiant des médecins qui restèrent incrédules face à cette guérison inexpliquée. À la suite de quoi, la petite Edith put repartir avec son père sur les routes pour donner des spectacles ici et là. Elle restera convaincue que sa guérison était due aux prières adressées à la sainte et en développe même une certaine dévotion envers cette dernière. Imaginez la vie qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait pas pu guérir à ce moment. Elle serait probablement devenue chanteuse, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, encore aujourd'hui et probablement à jamais, cet épisode restera un véritable petit miracle, qu'il soit naturel ou divin. Bon, même si le nom porte à confusion, le château des Noyers n'est pas hanté par des personnes mortes par noyade. En réalité, l'histoire est même assez perturbante tant elle ressemble à un décor de film d'horreur. Le château des Noyers a été construit en 1835, il est encore visible aujourd'hui bien que tombé en ruine, et recouvert en partie par la végétation. L'endroit reste le domaine d'une propriété privée, donc interdite d'accès, je précise. Quoi qu'il en soit, revenons dans le passé. Lorsque la famille de Baudre s'installa et vécut sans souci dans ce château jusqu'en 1867, où le dernier des leurs mourut, l'endroit fut alors repris par la famille Le Caudray de Manéville, leurs plus proches parents. C'est à partir de là que tout s'effondre pour le couple et leur fils vivant avec eux en ce moment. Vous avez déjà vu des films de poltergeist ? Eh bien eux l'auront vécu. Des livres qui tombent, des portes qui claquent, des meubles qui se déplacent, et même des apparitions fantomatiques. La totale. Et ce, pendant plusieurs années. Le couple finira même par débaucher un prêtre. Enfin non, pas débaucher à ce point. Bref, pour venir exorciser l'endroit, ce qui aura le mérite de leur offrir un court instant de répit. Car les phénomènes paranormaux reprendront vite en cœur, finissant par avoir raison du couple. Bien évidemment, je ne parle pas de mort, non, loin de là. En réalité, le couple a simplement décidé de partir, revendant le château à monsieur Descahan, qui était soupçonné de pratiquer des rites occultes, histoire de faire ton sur ton. Quoi qu'il en soit, l'endroit finit par être ravagé par un incendie qui ne fit aucune victime, car inoccupé à ce moment, et plus aucun habitant n'y demeura. On laissa la bâtisse dans l'état où elle était. Mais attendez, ce n'est pas fini. En 2015, un groupe d'études paranormales a mené une enquête sur place. Si de nombreux événements ont pu être expliqués de façon scientifique, il s'avère qu'un mystère reste toujours inexpliqué, car d'étranges voix ont été enregistrées sans qu'on en trouve la source ni aucune explication. Personnellement, je ne crois pas vraiment aux fantômes, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas exister. Les histoires autour des fantômes sont toujours intéressantes, et je pense que nous verrons sans doute bien d'autres poltergeists par la suite. Voilà qui clôture cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que le nouveau visuel aura fait son effet. Bien évidemment, il n'est pas encore complet et j'y travaille, donc considérez cela comme un petit crash test. Je vais l'affiner petit à petit jusqu'à avoir un décor aussi agréable que possible et y ajouter un avatar pour le rendre encore plus interactif. Si vous avez des petits retours à me faire, n'hésitez pas via les commentaires ou le mail, je serai preneur de tout avis dessus pour pouvoir l'améliorer. Pour la semaine prochaine, nous retournerons pas loin de là où tout a commencé. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et du beau temps de préférence. Portez-vous bien et à bientôt.